Quelques heures après la grosse déception face à Auxerre, on commence la trêve internationale par un épisode d'actu dans lequel on va parler de pas mal de choses comme la piste Sildilia qui est toujours d'actualité pour le mercato hivernal. On va parler des joueurs qui sont retenus en sélection, du projet de club satellite pour prêter des jeunes qui semblent se préciser, on fera aussi le point sur la situation de De Zerbi pour se rassurer un peu, et on parlera aussi du probable départ en prêt de Robinho Vaz et peut-être de Rogerio Niakossi cet hiver. Alors comme d'habitude, avant de commencer, petite question pour vous, est-ce que vous pensez que Sildilia est le bon choix pour se renforcer sur le côté droit de la défense, ou à l'inverse, est-ce que vous avez d'autres noms en tête? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un point sur les Olympiens qui sont retenus en sélection pour le rassemblement du mois de novembre et dont on va parler dans l'épisode de Focus sur les internationaux qui sortira lors de la deuxième semaine de la trêve. Alors Amir Murillo fait logiquement partie de la liste du Panama pour affronter le Costa Rica en quart de finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF dans un match aller-retour, et même chose pour Ismaël Koné qui retrouve le Canada pour le quart de finale aller-retour face au Suriname. Pour lui, c'est une double confrontation qui peut lui permettre de retrouver un peu de confiance après un début de saison tronqué par une blessure à la cheville qui lui a fait louper les deux derniers rassemblements avec le Canada. Kondogbia enchaîne avec la République centrafricaine dans un contexte difficile. Il faut qu'il batte le Lesotho et le Gabon tout en espérant que le Maroc batte ou fasse match nul contre le Gabon de leur côté. Ils viennent de virer leur coach et c'est Nzaya Missy qui va assurer l'intérim pour tenter d'aller chercher une place à la CAN. Chancel Bemba et la RDC sont eux déjà qualifiés avec 12 points sur 12, 6 buts marqués et aucun but encaissé. Il leur reste maintenant 2 matchs contre la Guinée et l'Éthiopie pour finir leurs éliminatoires en beauté. Comme on l'a dit dans le dernier épisode, Rabiot fait bel et bien son retour en bleu avec 2 matchs de Ligue des Nations contre Israël et l'Italie. Un deuxième match très déterminant pour terminer premier du deuxième groupe de la Ligue A. Højbjerg fait lui logiquement partie de la liste du Danemark qu'il va aborder dans son nouveau rôle de capitaine. Au programme, 2 matchs de Ligue des Nations contre l'Espagne et la Serbie pour tenter d'aller chercher la première place du groupe 4 de la Ligue A. Roulier et Balerdi, on en a parlé dans le dernier épisode, ils vont affronter le Paraguay et le Pérou pour confirmer leur première place dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Comme d'habitude, Ounahi fait partie de la liste de Regragui, contrairement à Amin Harit qui s'est blessé récemment, et quoi qu'il arrive, il ne fait actuellement pas partie des plans de son sélectionneur. Au programme, 2 matchs face au Gabon et au Lesotho pour soigner les statistiques, même s'ils sont déjà qualifiés en tant que pays organisateur. Pour terminer, Simon fait bien partie de la liste de Marc Brice, 2 matchs au programme pour le Cameroun qui est déjà qualifié pour la CAN, d'abord la Namibie, puis le Zimbabwe. En revanche, Ulysse Garcia n'a pas été pris avec la Suisse pour les matchs contre la Serbie et l'Espagne en Ligue des Nations. Quoi qu'il en soit, la Nati n'a pas grand chose à espérer parce qu'ils sont derniers de leur groupe avec seulement 1 point. La mauvaise nouvelle de la journée concerne Quentin Merlin qui a été sélectionné avec l'équipe de France Espoir, mais entre-temps la FFF a annoncé qu'il était blessé et qu'il était donc forfait pour le rassemblement de novembre. La tribune olympienne nous dit que ce serait une petite rechute et pas une blessure diplomatique comme on peut l'imaginer. Déjà j'étais surpris de le voir dans la liste alors qu'il vient tout juste de revenir de blessure et qu'il n'est pas encore à 100% comme on a pu le voir lors du dernier match. On espère qu'on aura des nouvelles positives prochainement parce que ce serait un coup dur qu'il soit encore absent plusieurs semaines et qu'on soit obligé de bricoler à gauche, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment problématique ces pépins physiques qui s'enchaînent. Entre ça et les suspensions, on n'est vraiment pas épargné sur cette première partie de saison, et à mon avis, le staff médical va bientôt être remis en question comme la saison dernière. Côté mercato, Florian Thauvin s'est exprimé sur un potentiel retour à l'OM dans un entretien pour Téléfoot qui a été diffusé ce dimanche. Le journaliste lui a demandé s'il avait eu des contacts avec l'OM, ce à quoi Thauvin a répondu qu'il était en contact avec Benassia puisqu'ils se connaissent depuis plusieurs années déjà, mais que son retour n'était pas d'actualité. Il explique quand même qu'un retour en Ligue 1 l'intéresse mais qu'il ne signera jamais dans un club rival de l'OM. Il ajoute qu'il regarde tous les matchs du club, qu'il partage ça avec son fils et qu'il ressent beaucoup de fierté en se remémorant ses années marseillaises. Concernant le projectile qui a touché Ambro Godillon pendant le match contre Auxerre, le club a présenté ses excuses comme évoqué par les consultants de DAZN, puis ils ont tenu à apporter quelques précisions d'après les infos de l'équipe. Ils parlent d'un acte involontaire, preuve vidéo à l'appui. D'après eux, ce serait une cigarette électronique qui serait tombée involontairement du haut de la tribune avant de la toucher malencontreusement. Une enquête est probablement en cours, donc on en saura plus dans les prochains jours une fois que la commission de la LFP aura pris sa décision. Toujours lors du match face à Auxerre, l'équipe nous apprend que des proches de Brassier, Merlin et de Rouly avaient été violemment appréhendés par quelques supporters à proximité de leur loge pour reprendre les termes exacts de l'article. Une info qui vient entacher encore un peu plus une soirée déjà bien ratée. On enchaîne avec un point complet sur Roberto De Zerbi qui nous a vraiment interpellé avec sa déclaration d'après-match où il dit qu'il est prêt à partir si c'est lui le problème. RMC avait clarifié les choses en précisant qu'il avait tenu le même discours à ses joueurs après la défaite face à Auxerre et que ça ressemblait surtout à un électrochoc pour faire réagir son groupe. On sait que c'est quelqu'un qui prend vraiment les choses à cœur, qui est venu en grande partie pour vivre des émotions au Vélodrome, mais pour le moment les prestations à domicile ne sont vraiment pas à la hauteur. On l'a vu très énervé et ça se comprend.
L'équipe ajoute qu'il a passé 20 minutes à allumer ses joueurs dans le vestiaire en leur disant qu'il l'avait humilié et qu'ils avaient humilié le club devant ses supporters. On apprend aussi que les joueurs voulaient rentrer rapidement au vestiaire après la défaite et que De Zerbi les a obligés à faire un tour de déshonneur, si on peut appeler ça comme ça, pour bien entendre les sifflets et se rendre compte de la colère que leur prestation honteuse a engendrée. Au final, il a pris la responsabilité publiquement, mais derrière il a bien fait comprendre aux joueurs qu'ils n'avaient pas été à la hauteur. En tout cas, pour revenir à cette histoire de départ qui n'a pas lieu d'être à mon sens, la Minute OM confirme que sa déclaration doit être interprétée comme un message de révolte plutôt que comme une réelle menace de départ. Les dirigeants soutiennent fermement De Zerbi et considèrent que les joueurs sont les principaux fautifs pour leur difficulté à appliquer les principes de jeu du coach à domicile. Comme je disais dans la vidéo d'hier soir, il doit absolument rester et trouver la solution pour rectifier le tir. Un projet à long terme, ça se construit pas en 2 mois, ça se construit pas avec de l'instabilité non plus évidemment, donc faut garder le cap et tous tirer dans le même sens pour montrer un tout autre visage dès le retour de la trêve. On passe à une info intéressante pour les prochains mercatos. La Provence parle à nouveau de l'idée d'un club satellite ou plutôt d'un club partenaire pour prêter des jeunes joueurs et favoriser leur progression. Il parle de la possibilité de les prêter à Martigues en Ligue 2 ou à Aubagne en National. 2 clubs et 2 bons contextes pour les faire grandir. Alors c'est très important parce que comme le rappelle la Provence, plusieurs jeunes font partie de la rotation en ce moment et viennent gratter quelques minutes ici ou là ou des apparitions sur le banc, mais sans réelle perspective de s'imposer dans l'équipe pro dans l'immédiat. La Provence a interrogé un agent qui gère la carrière d'un des jeunes pros en expliquant que les 5-6 joueurs qui ont intégré le groupe pro vont moins progresser que ceux qui enchaînent les matchs avec la réserve. Ça renforce l'idée de prêter des jeunes en Ligue 2 et en National dans des clubs en qui l'OM a confiance et qui leur garantiront du temps de jeu. Toujours dans l'article de la Provence, le président de Martigues explique qu'il y a eu des discussions concernant 3 ou 4 joueurs de l'OM cet été, ça n'a pas abouti parce qu'il ne pouvait pas leur garantir le temps de jeu demandé, mais il n'est pas fermé à l'idée pour l'avenir. Un proche d'Aubagne précise qu'il y a une condition obligatoire pour le prêt de jeunes joueurs, l'OM doit prendre intégralement en charge le salaire parce qu'un salaire de N3 est bien supérieur à celui des joueurs des effectifs de N1. Perso, j'espère que ça va prendre forme parce que c'est très important de savoir prêter les jeunes qui ont besoin d'aller gratter du temps de jeu pour éviter qu'ils stagnent. Martigues et Aubagne espèrent trouver un accord pour devenir des clubs satellites et aider les jeunes à grandir d'après la Provence, et Martigues aurait même déjà un premier joueur en tête, donc à voir ce que ça va donner. À côté de ça, Robinho Vaz pourrait être le premier à partir en prêt cet hiver d'après les infos de la Minute OM. Il parle de la possibilité d'un prêt en national dès le mois de janvier, avant de préciser un peu plus tard que c'était très probable qu'il rejoigne Aubagne cet hiver. Alors pour le présenter rapidement, c'est un attaquant de 17 ans qui peut jouer sur un côté mais aussi comme numéro 9 où il a été installé cette année. Il a mis 5 buts depuis le début de la saison avec la réserve en s'adaptant hyper rapidement, à tel point que la direction voudrait déjà l'envoyer en prêt en national pour qu'il passe à l'étape supérieure 6 mois après son arrivée. L'équipe précise dans un article que c'est Alizarac qui a poussé pour le recruter contre environ 200 000 € à Sochaux, alors que son choix ne faisait pas l'unanimité au départ, il a finalement convaincu tout le monde en étant maintenant considéré comme l'un des jeunes les plus prometteurs. En confirmant la piste Aubagne pour Robinho Vaz, la Provence ajoute qu'ils sont aussi charmés par le profil de Rogerio Niakosi. Pour rappel, il a été recruté en 2022 contre environ 2 millions d'euros pour le Servette Genève. Depuis, il y a eu quelques apparitions sur le banc et surtout il est devenu titulaire indiscutable avec la réserve. Un prêt en national peut vraiment être bénéfique pour prendre de l'expérience et pour confirmer son potentiel, mais à voir si ça va se confirmer. On termine cet épisode avec une info mercato sur la piste Sildilia qui serait toujours d'actualité d'après les infos de Florian Plettenberg de Sky Sport. Il rappelle que son transfert à Marseille a capoté cet été, mais apparemment ses dirigeants sont bien conscients qu'il veut partir cet hiver. L'OM est toujours très intéressé, et même chose pour Wolfsburg qui se verrait bien le récupérer. L'équipe nous disait aujourd'hui que les dirigeants espéraient boucler l'arrivée d'un latéral droit cet hiver, donc les deux infos coïncident parfaitement. J'imagine qu'on entendra à nouveau parler de la piste Assignon qui est déjà revenue à 2 reprises, et peut-être aussi de celle qui mène à Osayi Samuel, le latéral droit de Fenerbahçe. Actuellement, Sildilia n'a joué que 28 minutes et est allé sur 3 courtes entrées en jeu depuis le début de la saison. Il était blessé au début et depuis il alterne entre courtes entrées et matchs sur le banc. Il lui reste 1 an et demi de contrat à Fribourg, ça obligera son club à être un peu moins exigeant sur l'indemnité parce qu'on se rapproche de la fin de son contrat. Maintenant à voir si l'OM va vraiment passer à l'action à l'approche du mercato hivernal. Visiblement son profil faisait consensus entre Longoria, Benassia et De Zerbi. Après peut-être qu'ils ont d'autres options et d'autres dossiers plus avancés, donc à confirmer par la suite. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez latéral dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo parce que j'ai prévu du contenu pour nous occuper pendant la trêve internationale. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.